Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo qui sera plus intime, plus personnelle, qui tranche avec les dernières vidéos de ma chaîne qui sont sur une ligne éditoriale, intellectuelle et académique. Et je sais que je vais regretter d'avoir publié cette vidéo parce que je trouve ça très impudique de parler de ma sexualité. Mais bon, comme il s'agit d'une non-sexualité, je sais même pas si c'est impudique finalement. Et de manière générale, je pense que cette vidéo est presque un impératif ou une nécessité puisque plus j'aborde mon avis qui est assez radical sur la question au quotidien, plus on me renvoie à ma propre folie et je ne sais même pas si vous devriez écouter la rationalisation de quelqu'un qui est soi-disant à côté de la plaque, puisque un esprit qui est un petit peu dysfonctionnel sur un point, plus il va essayer de rationaliser sa situation, plus il va créer des discours qui peut-être sont cohérents en interne, mais qui sont totalement dégénéré, on va dire. Donc peut-être que vous allez écouter juste une rationalisation de quelque chose qui ne devrait pas l'être et c'est totalement possible et en plus je vais aborder le point de l'intellectualisation dans cette vidéo donc vous comprendrez aussi, où est le problème à trop rationaliser. Mais d'un autre côté, je pense que internet est une bonne plateforme pour exprimer des avis qui sont mis à la marge au quotidien et peut-être que cette vidéo pourra servir au moins à quelques personnes et je pense à titre personnel que je doute énormément, mais au même titre que je ne souhaite pas que mes limites me soient imposées de l'extérieur, je ne souhaite pas que mon désir me soit imposé de l'intérieur. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, même pour des personnes qui sont certaines d'être asexuelles, de se questionner sur où est passé leur désir, qu'est-ce qu'elles font de leur libido, puisque tout être normalement constitué a une libido. Est-ce qu'elles sont vraiment dans une forme d'absence d'expression de libido, ou est-ce qu'elles sont dans une forme d'abstinence qui n'est pas nécessairement comprise ou appréhendée comme telle? Et c'est pour cela que je pense que faire cette vidéo est une nécessité, puisque il y a tous ces questionnements à avoir, ces doutes que j'ai fondamentalement au quotidien et mmh et je vais, tout simplement m'exprimer dans toute ma sincérité. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, commençons la vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais peut-être pas utiliser le terme d'asexualité, puisque déjà je doute du fait d'être asexuelle. Je pense actuellement être plus dans une forme d'abstinence, mais que je n'avais pas comprise au fil du temps, mais une abstinence un peu particulière puisque c'est une abstinence involontaire, semi-involontaire, semi-volontaire, c'est un petit peu particulier. Mais si je ne vais pas utiliser le terme d'asexualité, c'est qu'il s'agit d'un terme qui est militant et la plupart des termes militants peuvent facilement nous asservir puisque le but, lorsque l'on est dans ce mouvement politique de vouloir renforcer et solidifier des termes militants, c'est de limiter la nuance, limiter les confusions, limiter tous les doutes qui peuvent y être associés. Et donc, il y a ce double mouvement lorsque l'on souhaite utiliser ce type de terme et que d'un autre côté, nous sommes concernés par ces termes d'un point de vue individuel, c'est que nous avons notre histoire individuelle avec tous ces doutes, avec potentiellement ces changements de direction. Et nous avons ce terme que nous considérons comme pur et que nous voulons renforcer. Par ce fait, nous pouvons parfois limiter notre discours d'un point de vue individuel et tous nos doutes par peur d'entacher ce terme et que toutes les personnes qui utilisent ce terme s'en retrouvent lésées. Je souhaite déjà parler de la porosité entre l'abstinence et l'absence de désir, puisque pour beaucoup de personnes, il y a une différence dans leur quotidien entre l'absence de désir et l'abstinence, alors que pour ma part, les deux notions sont poreuses, j'ai un peu du mal à les distinguer. Les deux sont dans la continuité l'une de l'autre. Je vais prendre l'exemple de l'alcool, puisque pour la plupart des gens, imaginons qu'elles souhaitent s'abstenir de boire de l'alcool, en général, il va y avoir leur désir qui va aller vers l'alcool, et une volonté qui s'assoit sur le désir et qui fait en sorte qu'elles ne vont pas passer à l'acte et boire de l'alcool. Sauf que, imaginons que sur le long terme, la personne s'abstient et qu'au bout d'un moment, soit ça devienne une habitude, soit qu'elle s'abstient tellement, qu'elle souhaite tellement que sa volonté contrôle son désir, qu'elle ne va pas uniquement contrôler l'action, mais elle va même contrôler l'expression interne du désir, l'expression des images mentales, l'expression des mots, et censurer tout ce qui touche de près ou de loin à l'alcool. Et le deuxième cas, c'est plutôt le cas dans lequel je me trouve, c'est-à-dire une censure totale du désir et une annihilation complète du désir. Et c'est pour cela que j'ai du mal à voir la distinction entre les deux, c'est que pour ma part, une fois que je n'ai pas envie de faire quelque chose, le désir en lui-même, conscient en tout cas, disparaît. C'est le cas pour l'alcool, c'est le cas pour les fêtes, c'est le cas pour la sexualité. Lorsque j'étais petite, j'avais comme ça mes impératifs, les choses que je ne souhaitais pas faire depuis que je suis toute petite, et j'ai littéralement détruit toute envie
de faire ce type de choses. Et parfois, ce n'est pas juste la destruction de leur vie, parfois c'est du dégoût qui s'est construit à la place. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a détruit toute envie, on ne se dit pas qu'on est dans l'abstinence puisque lorsqu'on croise une bouteille d'alcool, nous n'avons pas envie d'aller vers elle. Donc nous ne ressentons pas cette lutte interne avec le désir qui souhaite, prendre la bouteille d'alcool et boire un bon verre et la volonté de ne pas boire de l'alcool qui va commencer à lutter avec le désir. Comme le désir a été totalement écrasé, à ce moment-là, juste, nous vivons notre quotidien normalement sans avoir l'impression d'être dans cette abstinence. Mais je suis en train de me demander si cette abstinence n'était pas là au démarrage pour commencer à initier cette censure générale. Et si je parle de censure, c'est que pour moi, il y a une différence quand même entre l'absence de désir vraiment neutre et l'absence de désir qui a été forcée. Et c'est là où j'ai commencé à douter et me dire peut-être qu'il s'agit d'une abstinence dans mon cas, mais juste qui a été très, très bien intégrée et digérée. Parce qu'une absence de désir vraiment neutre, si c'est vraiment neutre, vous pouvez très bien aborder le sujet, avoir des images mentales du sujet, ne pas être dérangé par le sujet et juste vous êtes totalement neutre. Imaginons que vous n'êtes pas intéressé par le fait de manger des tomates. Bon voilà, vous pouvez parler de ce sujet sans problème, il y a aucun souci lié aux tomates. Alors que dans le cas d'un désir qui a été, mmh, annihilé de force, le sujet va quand même être sensible et peut-être que vous allez surcensurer certaines images ou certains mots. Et c'est le cas pour ma part concernant la sexualité, puisque je n'ai jamais rêvé, en tout cas, dans ce dont je me souviens, de sexualité. Je ne pense jamais à de la sexualité, j'oublie les mots qui sont liés à la sexualité. Donc c'est vraiment une censure qui est extrême et qui n'est pas juste neutre, qui n'est pas juste une indifférence. Bon, ça fait très, très psychanalytique ce que je dis, hein, pour ceux qui connaissent la psychanalyse. C'est vraiment, l'instance surmoïque qui est obèse et qui prend littéralement le pas sur tout le reste. Bon là, vous pourriez me dire: «Très bien, dans ce cas, vis ta vie de manière abstinente et c'est très bien comme ça». Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça puisque dès que l'on souhaite avoir une vie de couple, la plupart des gens, souhaitent avoir plus que des relations corporelles tendres ou sensuelles, ce que j'apprécie et ce que je recherche aussi. Et en général, la plupart des gens voient ceci comme une forme de préliminaire pour avoir plus. Et aussi, personnellement, dans l'hypothèse, je souhaite avoir des enfants et je vais avoir des relations sexuelles pour avoir des enfants, mais je souhaiterais que ça reste dans ce cadre. Et la plupart des gens, hormis des religieux très rigoureux, n'ont pas cette mentalité et je ne souhaite pas forcément être en couple avec quelqu'un de religieux rigoureux puisque moi-même je n'ai pas de croyances religieuses. Mais bizarrement, je corresponds totalement à un certain nombre de croyances religieuses en termes de pratiques quotidiennes et j'aborderai ce point à la fin de la vidéo. Mais le point qui m'inquiète le plus, c'est vraiment l'expression libidinale détournée que je ne contrôle pas. Puisque le problème ici n'est pas un manque de libido, le problème n'est pas de l'ordre du médical, le problème est plus de l'ordre du psychologique, une envie psychologique de le faire. Donc à ce moment-là, j'ai toujours peur que parce que je n'ai pas de relation sexuelle, cette envie libidinale s'exprime par le besoin d'attention des hommes, de leur regard, de leur envie. Et je pense que c'est un risque possible, le fait que Mmh, j'ai des comportements peut-être plus ou moins inconscients qui demandent l'attention constamment parce que mon corps a peut-être besoin de passer à l'action et de faire quelque chose, pour, perpétuer ma lignée et se reproduire, mais que consciemment, je ne souhaite pas avoir, plus que ça l'attention des hommes et donc il y a cette lutte interne entre, mes envies, peut-être plus corporelles et mes envies psychiques où je me contrôle et je n'ai pas envie de devenir une pick me. Maintenant, je vais partager les justifications que je me suis données à moi-même concernant mon rejet de la sexualité au fil du temps. Ça vaut ce que ça vaut, puisqu'il ne s'agit que de justification, mais c'est ce que je ressens en tout cas intellectuellement. Déjà, le premier point, il s'agit d'une phrase que quelqu'un m'avait dite il y a un certain temps et qui avait résonné avec ce que je ressentais. Il se reconnaîtra peut-être dans cette vidéo. Il m'avait dit: «L'attirance sexuelle n'existe pas, il n'y a que le désir de sexe qui existe». Et ça ressentait énormément avec ce que je voyais au quotidien et ce qui me dérange fondamentalement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a ce désir qui est vraiment puissant et latent chez un certain nombre d'individus et qui n'attend, qu'un rien pour se projeter. Finalement, il n'attend pas une interaction sincère, affective, un lien, qui se construirait au fil du temps et qui ferait naître ce désir au fil du temps.
Ce désir, au contraire, est préexistant et n'a besoin que d'une toile de projection. Et finalement, un certain nombre de personnes vont juste essayer de trouver la toile de projection la meilleure dans le panel auquel ils ont accès, mais il y a quelque chose de très impersonnel que je ressens dans cette projection du désir et ça donne juste l'impression que quelqu'un est affamé et donc quel que soit l'aliment qu'on va lui donner, il a tellement faim que finalement, que ce soit une pomme, une banane, qu'on lui donne n'importe quoi, il va se satisfaire de ce qu'on lui donne puisque son seul but, c'est d'étancher sa faim. Bon, là, le problème étant que on est sur, le domaine de l'intime, on est sur un domaine qui, à mon sens, est quand même très important et sensible. Donc personnellement, ça me, oui, ça me blesserait ou je sais pas, ça me gênerait de n'être qu'une toile de projection. Alors que personnellement, j'ai cette vision peut-être beaucoup plus idéalisée qui est que je souhaiterais que le désir naisse de l'interaction, d'une alchimie particulière, et non uniquement que l'autre soit une toile de projection. Et vous pourriez me dire, mais il y a un certain nombre d'hommes qui peuvent faire attention à toi, à tes affects, t'aimer et en même temps avoir des relations sexuelles et que cet amour soit les prémices de la relation sexuelle, qu'il y ait une continuité entre les 2. Et je suis d'accord, il y a un certain nombre d'hommes qui sont très doux, tendres, et cetera. Mais c'est juste que j'ai l'impression que souvent il ne s'agit que d'un vernis qui permet de faire accepter, à la femme en face d'eux la finalité qui est l'expression plus animale de leur désir et de leur libido. Or personnellement, je ne souhaite pas cette finalité et donc peut-être que c'est juste moi qui suis parano, mais même lorsqu'on me traite dans la plus grande des courtoisies, j'ai souvent l'impression de voir ce désir sous-jacent-là et ça me bloque puisque je me dis j'ai l'impression que c'est comme une sorte de stratégie qui va m'amener vers, la sexualité finale plus animale que je ne souhaite pas et que tout ceci n'est qu'une sorte d'organisation qui permet de m'amadouer en quelque sorte. Donc c'est pour ça que même parfois des expressions très lointaines de la sexualité, quelqu'un qui va juste essayer de me séduire ou qui va avoir des gestes plus tactiles, mais qui n'ont rien à voir avec la sexualité, même là parfois je peux être réticente parce que je me dis: «Je sais où il veut en venir et je sais où est-ce qu'il veut m'amener et je n'ai pas envie d'aller là où il veut m'amener». Personnellement, j'aimerais bien que ces gestes-là soient des fins en soi et ça se sent quand c'est une fin en soi, ça se sent quand un homme juste exprime de la tendresse, exprime de la sensualité juste pour elle-même et qui ne souhaite rien de plus. Mais c'est très, très rare de trouver ce type d'expression-là. Et là, je parle vraiment de mon cas, puisqu'il y a un certain nombre de femmes qui cherchent aussi des relations sexuelles plus brutes et animales, et dans ce cas, ça leur va très bien. C'est juste que si je parle vraiment en termes de prototype plus masculin, plus féminin, finalement, j'ai l'impression parfois d'être l'expression extrême du prototype féminin, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui idéalise totalement la relation sexuelle, qui est extrêmement romantique et qui a besoin d'un lien qui est très tendre et très contextuel dans l'hypothèse où j'aurais envie d'avoir des relations sexuelles. Et ce que je rejette le plus, c'est le prototype masculin, c'est-à-dire un désir qui est beaucoup plus indépendant du contexte et qui a besoin de s'exprimer et qui va trouver des vecteurs ou des moyens de s'exprimer à travers, divers stratagèmes. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je raconte finalement, c'est une expression parfois, mmh, très radicale et très extrême de divergence que l'on peut retrouver quand même entre les 2 sexes. Parce que là, pour vous donner vraiment l'image mentale de ce qui m'angoisse personnellement et de ce que je redoute, c'est ce passage de la relation très tendre, le moment où vraiment on regarde l'autre dans les yeux et on voit sa personne sociale presque. La personne avec qui on a construit une relation, la personne avec qui on parle d'habitude, la personne qui connaît nos secrets, on connaît ses secrets, on connaît son fonctionnement et on voit tout ça dans ses yeux, on voit vraiment l'individu en tant que tel, en tant qu'entité sociale. Et donc je vois ce regard en face qui me considère comme un individu, qui me considère dans ma personne sociale et il y a ces rapprochements physiques-là, des rapprochements qui sont tendres, que j'apprécie et d'un coup, il y a ce changement de regard et le regard devient bien plus animal et ce regard est transperçant, je trouve et personnellement me diffracte totalement. J'ai l'impression de ne plus exister en tant qu'être social et de devenir cet objet de proie d'un coup, qui a cette transformation de la pure projection du désir, mais qui devient impersonnel et je trouve ça extrêmement déshumanisant comme regard. Je sais que certaines personnes peuvent apprécier ce regard-là, ce regard, qui finalement, est très masculin et animal, mais personnellement, j'ai l'impression de disparaître et de me dissoudre dans la pièce, de devenir, une entité invisible et de ne plus être cet être social auquel je tiens. Et je pense que pour arriver à survivre à ce «changement» entre guillemets, il faudrait que
j'arrive à me synchroniser et moi-même changer et devenir beaucoup plus animal à ce moment-là. Parce que s'il y a cette synchronisation dans l'enchaînement des personnages, il n'y a aucun problème. Mais si l'un reste dans un mode très civil et l'autre quitte ce mode civil, là, il y a une désynchronisation et ça pose problème. Et la sexualité idéale que j'imagine dans un monde parallèle est structurellement impossible puisque je souhaiterais à la fois qu'il y ait cet aspect de lien à l'être social de l'autre, donc une certaine forme de contrôle, puisque dès qu'on est en lien avec l'être social de l'autre, on maîtrise un peu plus ce que l'on fait. Mais la sexualité, ça implique aussi un grand lâcher-prise, qu'il soit partiel ou total, à certains moments particuliers. Les deux ne sont pas compatibles, en tout cas à un moment T, on peut pas être à la fois dans ce lâcher-prise total et à la fois dans ce contrôle social. Donc c'est pour ça que je dis que ce que je souhaite est structurellement impossible, puisque je souhaiterais à la fois qu'il y ait ce regard tendre, ce regard qui maîtrise la situation, mais qu'à la fois la personne puisse lâcher prise, puisque on peut pas être constamment dans le contrôle. Et c'est structurellement impossible. Je ne vois pas comment lier les 2 à part en les alternant, mais sinon, dans un même moment, dans un même temps, je ne vois pas comment structurellement on peut lier ces 2 aspects-là. Bon, depuis le départ, j'ai tendance à beaucoup intellectualiser le sujet, alors que je pense que c'est aussi une racine du problème. Trop intellectualiser ce type de sujet, c'est se couper de l'essence même de la sexualité. Et si je reprends une tripartition de l'âme assez platonicienne avec logistikon qui serait l'intellect, epithumia qui serait les plaisirs physiques, et thumos qui serait une sorte d'ardeur de cœur, il faudrait dans l'idéal avoir une répartition homogène de ces 3 aspects, mais lorsqu'on est trop dans logistikon, trop dans l'intellect, on en vient finalement, même dans le domaine que l'on survalorise, c'est-à-dire l'intellect, à avoir des perceptions qui sont totalement biaisées, des intellectualisations de sujets et des réflexions qui sont biaisées puisque notre rapport corporel au monde est entièrement biaisé. Donc il y a des répercussions entre les différents niveaux et si on néglige trop certains niveaux, les autres niveaux aussi vont en pâtir et vont devenir malsains. Donc là, je pense que il faut arriver à rééquilibrer déjà cette tripartition avant même de pouvoir passer à autre chose. Et pour vous donner le niveau de mon interoception qui est vraiment très bas, sachant que quand j'étais petite, je n'avais aucun problème là-dessus, mais au fil du temps, comme je trouvais que mes informations corporelles n'étaient pas très pertinentes pour ce que je voulais faire, c'est-à-dire réfléchir ou dessiner ou faire autre chose, j'ai vraiment coupé les vannes et maintenant je suis totalement déconnectée de mes ressentis corporels. Ce qui fait que je ne me rends même pas compte lorsque je tombe malade. Et je me suis rendu compte du fait que je ne m'en rendais pas compte parce que, en général, le matin, je me réveille, j'ai toujours la même énergie, la même humeur, je suis constamment stable. Et un matin, je me réveille et en général, le week-end, je lis le matin parce que c'est ma phase préférée de la journée, j'aime bien lire. Sauf que je lisais un peu moins vite que d'habitude. D'habitude, j'ai toujours, pareil, une constance dans ma vitesse de lecture et là, je trouvais que j'étais moins attentive, que je lisais moins vite. Et je me suis dit: «C'est vraiment bizarre que je lise moins vite que d'habitude». Donc par hasard, j'ai pris un thermomètre et j'ai pris ma température et j'ai vu que j'avais 39,5 de fièvre. J'étais là: «D'accord, je ne m'en suis même pas rendu compte» et maintenant, dès que j'ai une petite baisse de régime, que je suis un peu moins «performante» entre guillemets, je prends ma température et en général, c'est que je suis malade, mais je ne me rends même pas compte. Bon, de même dans les arts martiaux, la douleur, j'ai une perception très particulière de la douleur. Je sens l'information, mais quand on me faisait des clés, juste par fierté, je restais et c'était pas non plus aussi désagréable, j'ai l'impression, que ce que les autres ressentaient. Enfin, j'arrivais à un peu m'en couper psychiquement, partiellement, hein. C'est plus difficile pour, la douleur vraiment physique, mais j'arrivais partiellement à m'en couper psychiquement et je pense que ce n'est pas une bonne chose. De même plus se rendre compte de ce que notre corps éprouve, je pense que c'est clairement un problème. Donc c'est pour ça que personnellement, ce que je conseillerais, c'est ce que j'ai entamé cette année. Je me suis inscrite à des cours de tango. Alors ça peut paraître très pratique, mais ça aide vraiment à se reconcentrer sur la moindre sensation corporelle, puisque dans le tango, il y a le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Et le rôle de l'homme est de guider à travers des mouvements suggestifs et la femme doit comprendre ce qu'elle est censée faire, en termes de mouvements. Donc il faut être attentif aux moindres signaux et on ne peut pas divaguer, en même temps intellectuellement. Nous sommes obligés d'être purement dans la sensation et dans l'instant présent. Donc je trouve ça vraiment formateur et je conseille de faire ce type d'activité à toute personne qui a le même type de problème que moi. Bon, malheureusement, je suis trop chrétienne naturellement, donc je vais vous citer du saint Augustin. Bon, je vais pas vous le citer puisque je fais selon mes souvenirs, c'est vraiment, de l'improvisation, mais je vais essayer de me souvenir le mieux possible de ce qu'il disait et de ce qui résonnait avec ma pensée puisque, comme de manière générale, il n'y a pas vraiment de personnes qui prônent l'abstinence sexuelle hormis beaucoup de religieux.
il y a peut-être des féministes, certains MGTOW, mais bon, de manière contemporaine, même les religions ont tendance à s'en détacher. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver des textes qui vont en ce sens. Et c'est pour cela que j'ai certaines convergences avec saint Augustin. Bon, déjà, saint Augustin, selon lui, avant le péché originel, Adam avait une parfaite maîtrise de son engin et de son désir sexuel. Et après le péché originel, il y a eu la volonté qui s'est, d'après mes souvenirs, comme subdivisée. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté en tant que voluntas, vraiment la volonté principale à laquelle on pense assez naturellement lorsqu'on parle de volonté. Et il y avait cette partie de la volonté qui était dévoyée, qui est devenue ce désir sexuel qui venait de l'intérieur et qui s'imposait de l'intérieur. Et la voluntas devait combattre cette partie de la volonté qui s'était dévoyée et qui est devenue ce désir sexuel qui s'impose de l'intérieur. Alors qu'il y a d'autres auteurs comme Cassien qui, dans mes souvenirs, vraiment séparent la volonté du désir sexuel qui est comme extérieur à la volonté que la volonté doit combattre. Donc je trouve ça assez intéressant cette vision de saint Augustin, et en plus ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit, c'est que selon lui, bon, dès que l'on souhaite faire des enfants, il va falloir passer par l'activité sexuelle, mais que pour lui, une bonne activité sexuelle, c'est une activité sexuelle que l'on a sans consentir au plaisir charnel. On a du plaisir charnel, l'activité sexuelle en donne, c'est presque mécanique, mais l'objectif est de ne pas consentir à ce plaisir charnel tout en l'ayant. Et c'est ça qui vraiment résonne avec ce que je pense, avec ce qui me dérange au quotidien. Et ce n'est pas que dans la sexualité, c'est dans plein d'autres domaines. Quand par exemple, je vois quelqu'un qui mange un hamburger avec ses yeux de perdition et vraiment cet aspect de consentement dans la jouissance pure de ce hamburger, ça me dégoûte parce que je me dis: «Mais il se perd dans ses plaisirs charnels». J'ai l'impression que c'est une pure perdition. Et là, c'est pareil concernant le plaisir physique charnel lié à la sexualité. Dès qu'il y a ce consentement au pur plaisir charnel, c'est là que ça pose problème. Bon, bien évidemment, je ne rejoins pas saint Augustin sur beaucoup de choses puisque je ne suis pas croyante. Mais pour moi, il y a ce même ressenti qui rejoint celui de saint Augustin sur le fait que on peut jouir de certains plaisirs de la vie, même ils font partie de l'existence, mais dès qu'il y a ce consentement à la pure jouissance, ça devient dérangeant, ça devient vite de la perdition. Et je pense que quelque chose de très explicatif, c'est d'arriver à comprendre les mécanismes de défense qu'une personne a face à la peur de la mort, la peur de l'absurde, l'absence de réponse du monde face à ces questionnements existentiels. Et pour ma part, ces questionnements existentiels sont très forts, très éprouvants. Et de manière générale, ça m'a souvent amenée à souhaiter me détacher de ce corps de finitude, de ce corps qui peut dysfonctionner, de cet amas de matière, selon ma vision qui est non religieuse et quand même en grande partie physicaliste. Donc, se détacher de ce corps, ça en vient aussi à un petit peu mépriser ce corps. Et c'est là que je me rends compte que cette vision est tentaculaire et que ces mécanismes de défense sont tentaculaires, c'est que ça altère aussi ma vision politique, ou en tout cas ça la construit, comme j'adhère à des formes de prométhéisme, de transhumanisme, qui nous permettraient de nous détacher partiellement de ce corps. Donc j'ai l'impression que ça a des répercussions tellement tentaculaires que je ne sais même pas si je devrais créer ma pensée là-dessus, parce que ça a des répercussions qui sont vraiment gigantesques, et je ne sais pas si c'est sain de penser de former des idées politiques sur des peurs, même si je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ce que j'ai dit dans la fin de vidéo sur la réponse face à l'absurde, c'est très hypothétique, c'est une explication que j'ai trouvée pour moi-même concernant ce rejet de l'animalité. C'est cette peur de la mort, cette peur de la finitude et du dysfonctionnement corporel, mais c'est peut-être tout autre chose, peut-être que l'explication n'est qu'un vernis que je mets et qui n'a aucun sens en réalité, peut-être que ça résonnera avec d'autres personnes, et je pense que face à ce mépris du corporel, certaines personnes s'orientent vers la religion, d'autres personnes s'orientent vers d'autres solutions comme j'ai cité précédemment, et que comme personnellement je n'ai pas eu d'appel religieux, j'ai eu d'autres types d'appels qui me permettent d'y pallier. Bon, tout ça pour dire que le rejet de certaines formes de sexualité est en réalité un rejet plus large de l'animalité humaine, et que je ne sais pas comment je vais évoluer à l'avenir sur cet aspect-là de peur ou de rejet. Bon, j'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillonne. Peut-être que ces réflexions résonneront avec d'autres personnes qui ont même peut-être totalement un rapport différent à la sexualité, mais ces réflexions-là peuvent être universelles. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des réflexions, et à bientôt.